Me voici, Léo. Tout seul, maintenant. Je suis à l'ancienne station-service sur la route 17, celle avec le panneau délavé d'un soleil souriant. Ça semblait une bonne idée à l'époque, un endroit pour trouver peut-être quelques provisions, un endroit pour se cacher. Mais le soleil ne sourit plus, n'est-ce pas? Il est juste, là. Suspendu dans un ciel trop calme, trop vide. J'ai vu ça arriver. Ce n'était pas comme dans les films, pas au début. C'était juste un homme, titubant hors d'une supérette, marmonnant. Puis un autre. Et encore un autre. Ensuite, les cris ont commencé. J'ai vu Madame Henderson, celle qui me donnait toujours des biscuits, s'attaquer à Monsieur Davis. Ses yeux, ce n'étaient plus les siens. Juste des billes vides et blanches, et ce bruit lancinant, il est gravé dans ma tête. C'est comme si le monde s'était brisé. Une minute, les gens se disputent le prix de l'essence, la suivante, ils s'entre-déchirent. Mon esprit n'arrête pas de rejouer la scène, la pure laideur de tout ça. Ça me donne envie de me recroqueviller et de disparaître. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas. J'ai trouvé quelques boîtes de pêche ici derrière, et des craquelins rassis. Pas grand-chose. La soif commence à se faire sentir. Je n'arrête pas de penser à ce petit dîner que nous avons croisé hier. Celui avec le néon cassé. Tu crois que quelqu'un y est arrivé? Ou est-ce juste un autre endroit rempli de « eux » ? C'est le non-savoir qui est presque pire que de voir. Chaque craquement du bâtiment me fait sursauter. Chaque ombre ressemble à une menace. La confiance, ce mot ne signifie plus rien. Chacun essaie juste de survivre, et ça implique généralement d'écraser quelqu'un d'autre. C'est une pensée horrible, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Que ferais-tu si tu étais moi en ce moment? Si tu étais complètement seul, avec rien d'autre qu'un rêve brisé et une faim lancinante, contemplant un cauchemar? Te battrais-tu? Fuirais-tu? Je ne sais pas combien de temps cela va durer, ni si quelqu'un entendra jamais ceci. Si tu entends ceci, s'il te plaît, juste, souviens-toi. Souviens-toi de ce que c'était avant. Et si tu peux, si tu trouves quelque chose, n'importe quoi, s'il te plaît, essaie de rester en sécurité. Ça signifierait beaucoup si tu pouvais juste cliquer sur ce bouton d'abonnement, tu sais? Et peut-être laisser un pouce bleu. C'est stupide, je sais, mais j'ai l'impression de ne pas avoir complètement disparu. Comme si, peut-être, juste peut-être, ceci était enregistré quelque part. Un dernier message. C'est tout ce qu'il me reste. Ils ont titubé hors des ruines, la poussière collée à leurs vêtements et à leur visage, la faible lumière du soleil couchant faisant peu pour dissiper la pénombre. L'air était chargé de l'odeur de la décomposition et de quelque chose de métallique, quelque chose qui s'accrochait au fond de leur gorge. Ils se mouvaient lentement, chaque pas étant un effort conscient. Le silence était le pire. Ce n'était pas le silence paisible de la nature, mais un silence mort, le genre qui hurle l'absence. Chaque ombre semblait receler une menace, un souvenir de ce qui s'était passé dans ces murs croulants. L'une d'elles, une femme au regard déterminé malgré l'épuisement, s'arrêta et se retourna. « Sommes-nous sûrs que c'est bien ici ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. L'homme à ses côtés, plus âgé, le visage marqué par une lassitude plus profonde que les années, hocha la tête d'un air sombre. « Nous avons fouillé chaque passage. Il n'y a rien d'autre. Quoi qu'il y ait eu ici, a disparu. » Il marqua une pause, scrutant le paysage désolé. Ou bien cela a changé. Ils reprirent leur marche, visant un amas d'arbres lointains qui offrait le seul indice de vie dans cette étendue vaste et aride. L'objectif était simple, trouver un abri, trouver de l'eau, et, par un miracle quelconque, trouver d'autres survivants de la catastrophe qui avait frappé cet endroit. L'espoir n'était qu'une braise vacillante, facilement éteinte par le vent mordant qui sifflait autour d'eux, charriant le sable du désert. À mesure qu'ils approchaient des arbres, une faible lueur devint visible. Ce n'était pas la lueur chaleureuse et accueillante d'un feu de camp, mais une luminescence maladive et pulsatile, émanant du sol même autour des arbres.
Ils s'approchèrent avec la plus grande prudence, leurs armes de grossiers objets de récupération aux tenues prêtes. La source de la lumière était une parcelle de mousse étrange et phosphorescente qui semblait s'étendre, dévorant la terre sous elle. La femme s'agenouilla, sa main planant au-dessus de la croissance lumineuse. Elle la sentit étrangement tiède, presque vivante. Un faible bourdonnement vibra à travers ses doigts. L'homme la prévint, ne la touche pas, mais elle était déjà fascinée. La mousse pulsait au rythme de son cœur, une synchronisation troublante. Soudain, une silhouette émergea des arbres, découpée sur la lumière surnaturelle. Elle était grande, d'une minceur impossible, sa forme indistincte dans la pénombre. Elle se déplaçait d'une démarche saccadée et antinaturelle. Ils se figèrent, la peur se tordant dans leur estomac. Ce n'était pas humain, pas entièrement. Ses yeux, si l'on pouvait appeler cela des yeux, luisaient de la même lumière maladive que la mousse. La silhouette émit un son guttural, un bruit qui sembla gratter jusqu'à leurs os. Elle leva un membre, allongé et squelettique, et les désigna. La femme, toujours agenouillée, sentit une attraction, une attirance étrange envers la mousse lumineuse, envers la créature. L'homme attrapa son bras, la tirant en arrière, mais son regard était fixé sur la lumière pulsante. « C'est magnifique », murmura-t-elle, la voix lointaine. Il la regarda vraiment, et vit l'éclat étranger se refléter dans ses yeux. Il sentit une froide appréhension le submerger. Quoi qu'il soit arrivé ici avait laissé sa marque, pas seulement sur la terre, mais sur les gens. Il la traîna loin des arbres, loin de la lumière envahissante et du sentinelle silencieux. Ils coururent, sans se retourner, le son de ce bourdonnement surnaturel s'estompant derrière eux, remplacé par les battements frénétiques de leur propre cœur. Ils avaient trouvé quelque chose, mais ce n'était pas l'espoir. C'était un avertissement, un témoignage de la transformation terrifiante d'un monde qui avait existé. La braise de l'espoir, semblait-il, s'était finalement éteinte, ne laissant que la dure et froide réalité de ce qui restait. Alors, imaginez la scène, ce n'est pas une séquence de film, c'est la vie réelle, et mon pote, appelons-le Marc, se retrouve coincé au cœur battant d'une ville grouillante, genre, vraiment en plein centre, à Times Square, peut-être? Sauf que Times Square est maintenant un putain de charnier. Il allait juste chercher à déjeuner, un mardi comme un autre, et puis, bam. Les gens se sont mis à hurler. Pas des cris du genre, « Oh, j'ai fait tomber ma glace », mais de la pure terreur, brute, sans phare. Il le voit un type, qui ronge le bras d'un autre comme si c'était un foutu steak. Du sang partout. Et le type qui mange? Ses yeux sont laiteux, vides, mais il y a cette faim primale qui est juste, malsaine. Puis, il voit le type qui se faisait dévorer, se tortiller, puis ses yeux roulent dans leurs orbites, et il commence à changer. La peau qui pèle, les os qui craquent, un niveau de grotesque complètement inédit. L'esprit de Marc a juste lâché une seconde. Il est figé, assistant à ce cauchemar qui se déroule, les sons, oh mon Dieu, les sons sont une symphonie d'agonie et de grognements gutturaux. Il sort finalement de sa torpeur quand quelqu'un le bouscule violemment. Il se retourne, et c'est une femme, le visage strié de larmes et de quelque chose d'autre, sombre et visqueux. Elle murmure, ils sont partout. Il faut partir. Mais ses yeux, ils commencent à se voiler, comme les autres. Il la repousse, une montée d'adrénaline supplantant son choc. Il se met à courir, se faufilant à travers la foule terrifiée, les cris résonnant contre les bâtiments imposants. Il se glisse dans une ruelle, l'odeur de décomposition le frappant comme un coup physique. Il peut les entendre, titubant, gémissant, une marée implacable de mort. Il se baisse derrière des bennes à ordures débordantes, sa respiration haletante. Il voit une femme essayer d'aider son mari, qui a déjà ce regard vide, les dents découvertes. Elle supplie, « Chérie, s'il te plaît, résiste », mais c'est inutile. Il bondit, et la scène? Marc ne peut pas l'oublier. Elle est gravée dans ses rétines. La brutalité pure, la perte totale d'humanité. Il reste là ce qui lui semble être des heures, la ville une cacophonie constante d'horreur.
La soif commence à le tenailler, et la sensation de vide dans son estomac est une appréhension d'une autre nature. Il jette un œil dehors, observant le carnage, les corps, les silhouettes titubantes. Il a besoin d'eau, il a besoin d'une issue. Il se souvient que son appartement n'est qu'à quelques pâtés de maison. Mais les rues sont un piège mortel. Il aperçoit une petite épicerie, un mince filet d'espoir. Il se précipite, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Les portes sont fracassées, mais à l'intérieur, c'est d'un calme troublant. Il attrape quelques bouteilles d'eau et des conserves, les mains tremblantes. Il entend un bruit, un léger craquement venant de l'arrière. Il se fige, puis file vers la sortie arrière, débouchant sur une autre rue, moins fréquentée. Mais le calme ne dure pas. Un grognement. Puis un autre. Ils arrivent. Il dévala l'allée, les sons de la poursuite résonnant derrière lui. Il risqua un coup d'œil en arrière et les vit, des silhouettes titubantes, leurs mouvements saccadés et contre nature. Ils étaient proches, trop proches. Il se cacha derrière une pile de poubelles débordantes, l'odeur le faisant suffoquer. Il retint sa respiration, priant pour qu'il ne le remarque pas. Une ombre tomba sur les poubelles, et un grognement guttural résonna à proximité. Il ferma les yeux, attendant l'inévitable. Mais alors, les sons commencèrent à s'éloigner. Ils étaient partis, attirés par une autre odeur, un autre son. Il resta caché pendant ce qui lui parut des heures, la peur un œuf froid dans son estomac. Quand il osa enfin bouger, le silence était lourd, oppressant. Il sortit de l'allée, clignant des yeux à la pâle lumière du jour. La ville était un désert. Les bâtiments étaient éventrés, leurs fenêtres comme des orbites vides. Des débris jonchaient les rues, témoignage du chaos qui avait éclaté. Il était seul. Absolument seul. Il continua son périple, l'eau et la nourriture un maigre réconfort. Il évitait les grandes artères, restant dans les ruelles et les passages, toujours à l'affût du danger. Chaque craquement, chaque son lointain, lui envoyait une décharge d'adrénaline. Il en vit d'autres, leur nombre semblant infini, mais il réussit à les éviter, sa prudence un bouclier. Il se demandait si quelqu'un d'autre avait survécu, s'il restait de l'espoir dans ce monde désolé. Les jours se fondirent en un cycle de survie monotone. Il trouva refuge dans des bâtiments abandonnés, fouilla les décombres pour trouver des provisions, et se déplaçait constamment. Il ne vit aucune autre personne vivante, seulement la marée incessante désinfectée. Il commença à se demander s'il était le dernier. L'idée était un poids écrasant. Il continua d'avancer, poussé par un instinct qu'il ne pouvait expliquer, une lueur de quelque chose qui refusait de s'éteindre. Il atteignit un pont, la silhouette dentelée de la ville se découpant sur le ciel meurtri. Au-delà, il pouvait voir quelque chose. Une faible lueur, peut-être? Ou était-ce juste un jeu de lumière, un mirage cruel dans ce monde mourant? Il fallait qu'il sache. Il commença à traverser. D'accord, imaginez un peu, je me tenais sur ce viaduc, là, n'est-ce pas? La ville s'étalait sous mes pieds comme un jouet géant et cassé. Les voitures étaient juste, immobiles. Partout. Certaines tournaient encore, portières ouvertes, comme si tout le monde avait disparu en plein trajet. Et le silence, mec, il était épais. Comme une couverture. Sauf que ce n'était pas une couverture, c'était le son du néant. Et puis, vous l'entendez. Un grondement sourd. Puis un autre. Et ça se propage. Comme une satanée infection dans l'air. Je l'ai vu alors, mon Dieu, je les ai vus. Des gens. Mais pas des gens. Leur peau était, mâle. Comme du vieux parchemin gris tendu sur des os. Et leurs yeux, ils étaient d'un blanc laiteux, mais toujours vifs, cherchants. Et ils bougeaient. Lentement d'abord, puis plus vite. Il trouvait quelqu'un encore coincé dans sa voiture, ou titubant hors d'une porte, et c'était, brutal. Aucune pitié, aucune réflexion. Juste, la faim. Une faim brute, bestiale.
J'ai vu une femme, elle essayait de sortir son gosse d'une voiture, et l'une de ces choses l'a attrapé. Ça n'a même pas hésité. Ça a juste planté ses dents dedans. Le gosse criait. Oh mon Dieu, les cris. C'est le genre de son qui s'infiltre dans votre cerveau et qui y reste. J'étais juste figé. Mes jambes étaient comme du plomb. Qu'est-ce qu'on fait quand le monde devient fou comme ça? On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut même pas penser clairement. Ma première pensée, après le choc initial, fut une terreur pure et simple. Comme une vague glacée me submergeant. Puis, un étrange calme s'est installé. Comme si un interrupteur de survie s'était activé. Il fallait que je bouge. Il fallait que je descende de ce viaduc. Ça ressemblait à une souricière. Je me suis précipité en bas du talus, dans ce qui était autrefois un parc. Maintenant, c'était juste plus de chaos. Bancs renversés, affaires éparpillées, et les grondements, toujours les grondements. Je gardais la tête basse, me faufilant entre les buissons, essayant d'être invisible. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement de feuilles, faisait battre mon cœur comme un solo de batterie. J'étais seul. Totalement, terrifiantement seul dans un monde qui avait décidé de se dévorer lui-même. L'odeur aussi. Cette odeur métallique, doucereuse de, quoi, de décomposition? De sang? Elle était partout. Je sentais mon propre estomac se nouer, mais je ne pouvais pas vomir. J'étais trop occupé à essayer de ne pas devenir l'un d'entre eux. La peur était une compagne constante, un œuf froid dans mon ventre. Je savais que je ne pouvais faire confiance à personne que je croisais, plus maintenant. Même s'ils avaient l'air normaux, comment le savoir? Comment être sûr qu'ils n'étaient pas déjà changés? C'était cette suspicion rongeante qui était presque aussi terrible que de les voir. Ce monde était devenu un mensonge, et chacun y était un monstre potentiel. Il continuait d'avancer, la ville un hymne des damnés. La faible lueur qu'il avait aperçue depuis le pont, un phare d'espoir ou une illusion cruelle, continuait de l'attirer. Traverser le pont était un pari désespéré, une vaste étendue ouverte exposée aux horreurs qui rôdaient au-delà. Il en avait vu suffisamment pour savoir que rester immobile équivalait à une condamnation à mort. Les sons gutturaux résonnaient dans les rues en contrebas, un rappel constant de son existence précaire. Il se tapissait dans l'ombre, le béton du pont offrant peu de réconfort. Le vent cinglait autour de lui, charriant l'odeur de la décomposition et d'autres choses, quelque chose de métallique et de tranchant. Il pouvait distinguer des mouvements au loin, découpés sur le ciel du crépuscule meurtri. Étaient-ce des gens? Ou juste d'autres morts titubants? Il ne pouvait le dire de si loin, mais ses instincts hurlaient au danger. Le besoin de trouver un refuge sûr, n'importe quel genre de sanctuaire, le poussait en avant, l'emportant sur l'instinct primaire de faire demi-tour et de fuir. Son estomac gargouillait, un rappel brutal de ses ressources déclinantes. Il n'avait rien mangé de substantiel depuis ce qui lui semblait être des jours. Chaque bouchée de nourriture de récupération était un risque, un pari contre des contaminants invisibles ou du poison. Il l'avait appris à ses dépens, regardant un prétendu survivant succomber à une violente maladie après avoir partagé une boîte de haricots. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il vit un éclair de mouvement près de l'autre extrémité du pont. Une silhouette. Grande. Immobile. Il s'arrêta, le souffle coupé. Était-ce un survivant? Ou un gardien du cauchemar? L'incertitude était une nouvelle couche de terreur, une interrogation constante de chaque ombre, de chaque son. Ses mains étaient moites, son emprise se resserrant sur l'arme improvisée qu'il portait. La lueur était toujours là, une présence persistante, presque moqueuse. C'était la seule chose qui le guidait à travers cette obscurité suffocante, cette descente dans l'abîme. La silhouette restait là, une sentinelle silencieuse dans la pénombre oppressante. Il s'approcha prudemment, son cœur battant à un rythme frénétique contre ses côtes. Ce n'était pas une hallucination. Cela avait une consistance. En se rapprochant, les contours se précisaient.
C'était une autre personne, vêtue de haillons déchirés, sa posture suggérant l'épuisement plutôt que l'agression. Le soulagement le submergea, timide et fragile. Il baissa légèrement son arme, la peur cédant la place à un espoir désespéré. Et, croassa-t-il, sa voix rauque et peu habituée. « Ça va ?» La silhouette s'agita. Lentement, délibérément, elle se tourna. La faible lumière de la lueur lointaine éclairait un visage marqué par la même lassitude, le même regard hanté qu'il avait vu dans son propre reflet. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, un éclair de reconnaissance, ou peut-être juste un désespoir partagé. « Toi aussi tu as réussi », murmura le nouveau venu, sa voix à peine audible. Il hocha la tête, incapable d'articuler le flot de ses émotions. Il n'était pas seul. La réalisation le frappa avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas seulement sa propre descente aux enfers, d'autres l'avaient endurée. Ils échangèrent des regards brefs, presque furtifs, une reconnaissance silencieuse du traumatisme partagé. La lumière, commença-t-il, faisant un geste vague vers la source de leur maigre illumination. Elle est toujours là. C'est ce qui m'a fait tenir. L'autre personne suivit son regard. Je sais, dit-elle, une nuance de ce qui aurait pu être de la résolution dans sa voix. Je crois que c'est la seule chose qui reste de réel. Ils se déplacèrent ensemble, un pacte tacite se formant entre eux. L'obscurité continuait de peser, une entité palpable, mais elle leur semblait désormais moins absolue. À deux, ils étaient une fraction moins vulnérable qu'un seul. Ils commencèrent à avancer vers la lueur, leurs pas hésitants mais unifiés. Le chemin devant eux était inconnu, les dangers toujours bien présents, mais la compagnie, aussi sinistre fût-elle, était une bouée de sauvetage. Ils sentirent l'air changer, le calme oppressant céder la place à un bourdonnement subtil, presque imperceptible, émanant de la lumière. C'était un phare, une promesse, un point d'interrogation, le tout réuni. Qu'est-ce qui les attendait là-bas? La sécurité? Plus de la même chose? Ou quelque chose d'entièrement nouveau? Ils marchaient, côte à côte, leurs silhouettes se fondant et se séparant dans les ombres mouvantes. La lueur devant eux semblait pulser, comme pour les inciter à avancer. Chaque pas était un pari, une défiance contre la crainte rampante. Le silence entre eux témoignait des horreurs qu'ils avaient vues et dont ils avaient survécu. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils avaient perdu, car la compréhension tacite était trop profonde. Leur attention était entièrement tournée vers la lumière, le seul point de clarté dans un monde devenu fou. En s'approchant, l'air devint plus chaud, et le bourdonnement s'intensifia, vibrant jusqu'à leurs os. La source de la lumière était enfin à portée de main, sa nature exacte encore un mystère, mais son attraction indéniable. Ils se préparèrent à affronter quoi qu'il advienne, prêts à y faire face ensemble. Merci de nous avoir rejoints dans ce périple, témoignage de l'esprit humain inébranlable face à des épreuves inimaginables. Alors que nous clôturons ce chapitre, souvenez-vous que la préparation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Gardez à portée de main une trousse d'urgence de base, contenant des éléments essentiels tels que de l'eau, des aliments non périssables, une trousse de premier secours et une lampe de poche fiable. Savoir comment purifier l'eau ou allumer un feu sans allumette peut faire la différence entre la survie et l'abandon face aux éléments. Le silence partagé entre eux n'était pas né d'une incapacité à exprimer leur chagrin, mais d'une profonde empathie tacite. Chaque perte était une cicatrice portée individuellement, et pourtant ils trouvaient du réconfort dans le fardeau collectif. Le murmure constant et grave qui les avait guidés était plus qu'un simple son, c'était un phare, une promesse de quelque chose au-delà du chaos. Alors que la luminescence s'intensifiait, les baignant de sa chaleur, un fragile espoir commençait à éclore, en contraste saisissant avec la désolation qu'ils avaient endurée. Ils avaient navigué sur des chemins périlleux, comptant sur l'instinct et un engagement indéfectible l'un envers l'autre, prouvant que même dans les heures les plus sombres, la connexion peut éclairer la voie à suivre. L'attention inébranlable portée à ce point de lumière singulier avait été leur ancre. Il représentait non seulement une échappatoire, mais une possibilité inconnue, une chance de reconstruire, de trouver un sens dans l'après-coup. Ils avaient appris à s'adapter, à trouver la force dans la vulnérabilité,
et à faire confiance à la résilience qui sommeillait en eux. Chaque pas vers la source de la chaleur était un pas loin du désespoir, un témoignage de leur refus d'être consumés par l'obscurité grandissante. Leur expérience partagée avait forgé un lien plus fort que toute peur, un pacte silencieux pour affronter ce qui les attendait avec courage et unité. En fin de compte, l'outil le plus puissant que nous possédions en temps de crise est notre propre sang-froid. La panique obscurcit le jugement, tandis qu'un esprit calme peut évaluer, s'adapter et surmonter. Pratiquer régulièrement la pleine conscience ou des exercices de respiration, ils peuvent être inestimables face à un stress accablant. Nous espérons que ces récits vous ont parlé, offrant à la fois une réflexion et une appréciation renouvelée de la vigilance. Si vous avez trouvé ce parcours instructif, veuillez envisager de vous abonner pour plus de récits et de conseils pratiques. Nous vous encourageons également à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous aide à continuer à fournir un contenu précieux.